Entre les violences faites à la femme, le niveau d'instruction des futurs cadres de l'ENAM qui inquiète l'opinion publique, la cherté du panier de la ménagère et la délivrance du passeport qui ne cesse de faire couler encre et salive. Ce sont là quelques points que nous aborderons ce jour dans les chroniques de BFN avec notre chroniqueur maison, Brony Fortuna. Restez scottier pour ne rien manquer. Partagez aussi, likez le contenu. Bonjour, Brony. Bonjour, Gabriel. Bonjour à vous, chers internautes de Tcheleka Média, et merci à vous de nous rejoindre sur ce plateau. Brony, l'invocation de la loi Moaïbara par le gouvernement dans un communiqué officiel est inédite. Est-ce le signe d'un réel tournant vers l'état de droit ou une simple stratégie de communication pour apaiser l'opinion sans livrer de coupables? Stratégie de communication, en moyen d'apaiser l'opinion. Vous parlez là d'une affaire qui a suscité beaucoup de motions, beaucoup d'énervement aussi, beaucoup de polémiques autour. Le ministre de la promotion de la femme, Madame Ingani, a réagi dès les premières heures sous la pression populaire pour déjà dénoncer toutes les violences faites à la femme et même indexer son collègue dont il n'a pas cité dans le communiqué, mais plus tard, quelques heures plus tard, elle est revenue presque sur son communiqué, le précédent, pour finalement appeler à l'apaisement, finalement à laisser la justice faire. Et c'est l'esprit même du communiqué officiel du gouvernement. Mais il faut savoir que c'est une grande première, et ça il faut le noter, que le gouvernement indexe ou encore expose publiquement l'un des leurs, c'est-à-dire que la ministre. Et voilà, donc les ministres comme ça s'unissent pour répondre d'un communiqué comme nous l'avons constaté, et c'est une première, et ça suscite quand même un peu de l'espoir pour dire finalement on peut mieux faire, on peut changer les choses. Mais il y a un piège. Pourquoi est-ce que le gouvernement s'est donc obligé à faire ce communiqué? Selon nos informations, il y a eu des réunions interministérielles qui ont duré pendant longtemps. Voilà. En fait, on fait pas. Est-ce qu'on va pas exposer? Est-ce qu'on va pas? On va protéger? Qu'est-ce qu'on fait sous pression populaire, sous pression des clameurs finalement, pour ne pas aussi tomber dans le piège de la politique du deux poids deux mesures. Quand il y a eu, vous vous souvenez de l'affaire Ebébéla, voilà. Donc d'une manière leste, le procureur était sur le terrain, a été donc appréhendé ce monsieur, il a été jugé d'une tournement, comme on le dit. Vous vous souvenez aussi de cet officier pour avoir tapé aussi sa femme, c'est une des violences. Il a été arrêté en un rien des temps. Vous vous souvenez également de ce cadre qui, pour n'avoir pas, semble-t-il, donné la potion alimentaire à une femme qu'il aurait enceinté, il a été aussi présenté au public par le procureur. Donc il y a eu ces cas-là. On est un clin d'œil. Voilà, la justice s'est auto-saisie, mais rapidement, mais sans plainte d'ailleurs, pour appréhender ces gens-là. Alors, pourquoi est-ce que nous ne le ferons pas pour le ministre? Est-ce que c'est parce qu'il est ministre? Donc, quand vous regardez le communiqué, ce n'est pas parce qu'on a invoqué la loi Moaïbara dans ce communiqué qu'on croit réellement à cette loi. Je ne pense pas. Le communiqué reste, j'ai envie de dire, reste limité, reste très limité. Pourquoi? Parce que le gouvernement n'a pas été capable de citer ce ministre. Ça veut dire quoi? L'impression qu'on nous donne, c'est que jusqu'ici, on ne sait pas qui est ce ministre. Alors que tout le monde sur les réseaux sociaux, la photo de l'épouse de ce ministre a été publiée, on sait quel est ce ministre, mais le gouvernement n'a pas cité le ministre. Déjà, pour ne pas confirmer publiquement ce que disent les réseaux sociaux ou celles et ceux qui ont récupéré cette affaire-là. Autre chose, le gouvernement brandit dans son communiqué la présomption d'innocence, qui est un principe sacré, certes. Mais ça paraît comme si on veut déjà consacrer l'impunité, et si on veut déjà une manière innocentée alors qu'il n'y a pas eu justice. Jusqu'ici, il ne s'agit pas d'un procès, c'est juste qu'on agisse comme on agit sur les cas dont on a parlé tout à l'heure, et que la justice s'auto-saisit pour finalement traiter cette affaire-là. Le gouvernement dit l'absence de la plainte de la victime, mais vous savez que
ce n'est pas parce que la victime, elle, n'a pas porté plainte que la justice ne peut pas se saisir ou encore finalement s'auto-saisir, comme on le dit, pour trancher l'affaire. Déjà, quand la loi est violée à n'importe quel niveau, il y a certains citoyens, nous voyons, la société civile peut aujourd'hui se constituer, comment on appelle, partie civile dans une affaire. L'État peut agir parce que la loi a été violée. La loi Moubarak, qui est devenue un instrument important de la protection des femmes congolaises, ne doit pas être appliquée qu'à certains niveaux. Quand il y a un monsieur dans le quartier qui tape sa femme, on vient le prendre. Mais quand il s'agit d'une autorité, on fait traîner la situation. On est dans une sorte de pourrissement parce qu'on est habitué à dire, finalement, la polémique sur les réseaux sociaux souvent nous dire que 3-4 jours, ça va passer, laissons le temps que ça s'essouffle, on passera à autre chose, on aura certainement une autre actualité qui viendra dominer celle-ci. On est dans une politique de pourrissement. Mais ce qu'il faut retenir dans cette affaire-là, si le communiqué du gouvernement ne permet pas à la justice, et comme on a demandé au ministre de la Justice de saisir la justice, et si cela n'aboutit pas à ce niveau, même à une enquête, même à une petite interpellation, pour voir de fond en comble ce qui s'est passé, je pense qu'en ce moment-là, le gouvernement aurait fait le choix, finalement, de protéger les bourreaux, de protéger ceux qui bafouent la loi, qui sont donc à un certain niveau de responsabilité, et finalement de tourner le dos au peuple. Comment la justice peut-elle garantir une procédure équitable et la protection de la victime quand le déséquilibre de pouvoir est tel que aucune plainte n'est encore déposée et la présomption d'innocence, vous l'avez souligné, semble être mise en avant comme un bouclier politique? Oui, je retiens des équilibres de pouvoir parce que la question aujourd'hui, pourquoi la plainte n'a pas été portée et pourquoi la victime, selon nos informations, se serait rétractée, se serait donc aurait donc choisi traiter à régler cette affaire à l'amiable en famille. Alors, mais il faut savoir que ce n'est pas n'importe qui est aujourd'hui indexé dans cette affaire. C'est un ministre, mais pas les moindres dans ce pays. Alors, on parle ici du ministre Jean-Marc Tster-Tchikaya. Et ici, jusqu'ici, personne l'a condamné, on peut pas être influencé par le procès des réseaux sociaux ou le procès populaire. La justice doit être neutre et faire son travail sans être influencée en réalité. Ici, donc, la question c'est que, est-ce que il n'y a pas eu des pressions sociales? Parce que, dans les pressions sociales, vous avez la famille qui peut dire finalement, comme on le sait dans nos cultures, dans nos us et coutumes, c'est votre mari, c'est votre époux, vous ne pouvez pas l'exposer si aujourd'hui il est évincé, éjecté du gouvernement, que deviendra la famille, il y a toutes ces questions. Il y a aussi l'homme aussi qui peut user de son pouvoir pour faire taire, je ne dis pas que c'est ce qui s'est fait, qui userait donc de son pouvoir pour faire taire la victime. Et donc il faut, comme la ministre l'avait dit la ministre l'avait dit dans son premier communiqué, il faudrait que le gouvernement qui a pondu un communiqué s'arrange quand même à assurer la protection de cette victime. C'est-à-dire que il faut la mettre dans les conditions qu'elle ne soit pas influencée ni par les réseaux sociaux, ni aussi par celle qu'elle a présentée il y a quelques jours, comme celui qui serait son bourreau, son propre époux. Donc, à mon avis, il faut commencer d'abord par protéger la victime et quitte à un moment donné de décider, c'est pas comment faire pour la mettre à l'abri des pressions. Si réellement on réussit à le faire, peut-être elle pourra donc témoigner ou finalement, elle ne veut pas, elle va se rétracter. C'est là où le gouvernement semble appeler à la prudence. Pourquoi? Parce que si il n'y a pas collaboration avec la victime, s'il n'y a pas de véritables preuves tangibles, il sera difficile pour la justice de trancher cette affaire-là parce que la justice ne s'appuie que sur des preuves, des témoignages de quelques-uns des autres. Mais si la victime elle-même ne collabore pas, et on peut bien interpeller le ministre, on peut l'auditionner, ce serait déjà un bon début, mais le reste ne pourra pas aboutir. C'est pour cela que le gouvernement reste extrêmement prudent pour brandir l'argument de la présomption d'innocence. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, nous savons que dans ce pays, souvent on a appliqué la justice des forts. Quand il s'agit des hommes forts, on a connu des choses comme ça dans ce pays où des ministres ont été protégés.
On n'éjecte pas. Si on l'éjecte, vous vous souvenez de l'affaire Figard, si on éjecte, vous allez dire, qu'est-ce qu'on dira? Que finalement, le prochain ministre qui va commettre de tels actes, il faut qu'on l'éjecte également, il faut qu'on le juge. Et si on l'éjecte pas, la population pensera que finalement, on lui a tourné le dos. Mais le choix a été fait de la protéger. Et comme aujourd'hui, on voudrait bien protéger, on ne dit pas que le ministre est jugé, condamné, on dit plutôt, mais laissez quand même la justice faire comme elle a été appliquée sur d'autres citoyens. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. Donc, pour résumer et répondre à votre question en résumé, il faut tout faire pour protéger la victime. Laissons les violences pour parler de l'instruction, plus précisément du niveau des apprenants. Il semblerait que les futurs cadres de l'ENAM présentent des lacunes graves en expression écrite, voire même orale. Ne sommes-nous pas là en train de fabriquer une administration analphabète qui paralysera la gouvernance du pays d'ici 20 ans? Merci Gabriel. Mais cette question, elle est brutale mais légitime. Aujourd'hui, ça va au-delà des simples lacunes. Ça va au-delà des simples fautes d'orthographe ou des fautes de rapport. C'est un problème aujourd'hui de niveau, de compétences qu'il faut déplorer dans notre pays. Et cela ne touche pas que l'ENAM. Si on a indexé l'ENAM, parce que l'ENAM aujourd'hui, nous, depuis quelque temps, nous sommes sur une enquête qui n'est pas encore bouclée, mais nous avons déjà, sur la base des éléments que nous avons pu répertorier aujourd'hui, nous avons constaté que le niveau de la plupart des étudiants à l'ENAM, et qui arrivent d'ailleurs par concours, est bas et très catastrophique. Je vous dis catastrophique. Et prochainement, nous reviendrons sur ce plateau avec des preuves à l'appui, quelques éléments que nous avons pu avoir pour vous démontrer ce que nous sommes en train de dire. Comment peut-on arriver au niveau de l'ENAM, qui est un établissement supérieur, où on devait avoir de la qualité, qu'on aurait mis un filtre pour n'avoir que de la qualité. Mais nous avons, à l'ENAM, si vous lisez certaines copies, mais vous avez l'impression que nous avons été en face des élèves d'un certain niveau. Mais c'est tout le système qui est malade. On sort de 97, tout est ravagé, parce que s'il faut demander, mais pourquoi on est arrivé à ça? C'est 97, tout est ravagé, la guerre est terminée, il faut parler au niveau de Brazzaville et autres, mais il faut donc relancer d'abord l'État, il faut reconstruire l'État, c'est-à-dire remettre sur les rails les institutions. Et l'école reprend à peu près en décembre de cette année, si j'ai encore les bonnes dates, mais c'était pour rattraper l'année précédente inachevée. Rattraper cette année, organiser les compositions, organiser les examens. Donc c'était pas une vraie politique éducative mise en place à cette époque-là, c'était de la survie. Aujourd'hui, depuis là, nous avons pu organiser les états généraux, mais bien avant, vous vous souvenez que le président de la République a injecté une manne budgétaire dans le secteur éducatif, 2 ans consacrés à l'éducation sous le ministre Elo Matson Mampouya 2015, il était là entre 2012 et 2015. Vous savez que les résultats sont jusqu'ici des résultats de façade. On a préféré à un moment donné aller importer quelques tables bancs, réhabiliter quelques salles de classe, alors que le vrai problème de l'éducation se résume aujourd'hui en réalité au système qui est mis en place. Et donc depuis là, nous n'avons pas pu revoir les curricula, nous n'avons pas jusqu'ici refondé de fond en comble l'éducation, de l'école primaire jusqu'au supérieur. Vous avez des élèves qui quittent le primaire, qui arrivent en 6e, qui n'ont pas de niveau, qui ont même du mal à écrire et à lire, mais ils sont en 6e. Vous avez des élèves qui quittent aujourd'hui le secondaire et qui arrivent, j'ai envie de dire, à l'université Marine Ngouabi avec un niveau douteux. Pourquoi? Parce que nous avons ici préféré donc les diplômes sur la compétence. On a préféré donc privilégier les réseaux, donc la corruption et tout ce qu'il faut, au lieu de privilégier la compétence. Et ça nous amène là où nous sommes aujourd'hui, parce que, vous l'avez dit, dans 20 ans, si rien n'est fait dans 20 ans, nous allons nous retrouver avec des cadres qui auront du mal à écrire un rapport. Nous aurons des cadres, des magistrats, puisque les NAM forment les magistrats, forment les avocats, forment d'autres
d'autres filières. Et donc, si nous arriverons à un niveau où dans les administrations, nous aurons des gens qui auront du mal à comprendre, à écrire, qui auront du mal à faire des rapports, nous aurons des enseignants, puisque c'est tout le système qui est malade, les enseignants qui jusqu'à aujourd'hui ont parfois aussi du mal eux-mêmes à enseigner. Pourquoi quand on parle des réformes de l'enseignement, on fait allusion à ce qu'on doit enseigner, comment on enseigne, ça compte. Ce qu'on doit enseigner, le contenu, comment on enseigne, c'est la formation des enseignants. Et pourquoi on enseigne, ça veut dire que on forme pourquoi. Est-ce qu'on forme les gens pour le Congo de demain? Est-ce qu'on forme les gens pour le monde de demain, ou nous formons sur la base de ce qu'on a hérité de la colonisation et qui devient un monde qui n'existe plus? Voilà. Donc aujourd'hui, on a tous ces problèmes, mais ça devient tellement grave. Et si nous avons alerté, c'est parce que nous constatons qu'au niveau des gouvernants, cette question ne les préoccupe nullement. Alors que c'est grave, mais c'est tellement grave. Rodney, les conclusions des États généraux de l'éducation semblent avoir disparu dans les tiroirs. Quel électrochoc faut-il pour que le mérite remplace enfin les réseaux et l'achat des notes à l'université et dans des grandes écoles? Tout a été dit dans les États généraux qui réellement, donc les conclusions à mon avis, ont reçu une approbation, j'ai envie de dire, unanime des participants et tous les experts qui étaient là. Aujourd'hui, tout ce que nous reprochons aux décideurs, c'est que souvent nous avons le plaisir d'écrire, de beaucoup parler, mais de ne pas mettre en pratique nos lois, nos principes. Parce que pour que les conclusions des États généraux, de ces fameux États généraux, soient donc mises en place, il faut des lois. Il faut des nouvelles lois. Parce que ça vient comme un peu reformer tout le secteur, ça vient refonder tout le secteur, mettre à plat tout ce qui existait avant. Ça veut dire que les lois, pour la plupart qui existent dans le secteur éducatif, doivent être revues, sinon, à mon avis, fondues dans les conclusions. Donc il faut des lois, mais il faut aussi un gros budget. Vous savez, chez les autres, aujourd'hui, l'enseignement est prioritaire parce que c'est le fondement d'une société. Si vous voulez devenir un pays développé, un pays qui soit au même diapason que les pays qui sont en concurrence aujourd'hui à travers le monde, vous devez avoir des cadres qui soient formés. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons aujourd'hui confronter nos cerveaux avec les jeunes Chinois ou les Chinois, avec les Américains, avec les Français, avec les Sénégalais, avec les Camerounais? Est-ce on est capable aujourd'hui d'être au niveau avec les Rwandais? Le problème, c'est cette volonté politique qui manque. Vous savez, il y a d'abord les mots qu'il faut découvrir, qu'il faut déceler. Les mots, quand on regarde les mots, aujourd'hui, nous savons, je parlais tout à l'heure de la rivalorisation de l'enseignant. Quand on regarde la rivalorisation de l'enseignant, ça veut dire que il n'y a pas que son salaire, il n'y a pas que les différentes primes qu'il peut gagner quand il surveille, mais il faut rivaloriser tout ça là, mais aussi les conditions de vie des enseignants. Un enseignant qui n'a pas de moyens pour se déplacer, qui doit par exemple quitter Brazzaville, vous avez suivi une dame enseignante qui s'est plainte sur les réseaux sociaux, qui doit quitter Brazzaville pour aller percevoir sa prime à Djambala, donc au trésor à Djambala, et se rendre à Makutipoko, aller encore dans une localité dans le district de Makutipoko. Et cette dame-là, vous imaginez dans quelles conditions elle arrive sur place, dans quelles conditions elle enseigne. Vous avez des enseignants aujourd'hui qui sont malheureux parce qu'ils n'ont pas de revenus qu'il faut. Donc, si on ne revalorise pas l'enseignant, si on ne le met pas au cœur de préoccupation, pour que chaque enseignant, comme on a vu dans d'autres pays, les enseignants ont des moyens qu'il faut. Il faut revoir de fond en comble la formation des enseignants. Aujourd'hui, nous avons des écoles qui forment les enseignants, qui sont sous le ministère de l'enseignement supérieur, qui échappent malheureusement, donc le contrôle échappe malheureusement au ministère de l'éducation, c'est-à-dire que l'enseignement primaire, secondaire et l'alphabétisation. On recrute les enseignants sans qu'il y ait un véritable contrôle de niveau. Le ministre qui les reçoit après le recrutement n'a pas de moyens pour évaluer le niveau de ces enseignants. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'on continue d'enseigner, la formation d'enseignants aujourd'hui est adaptée? Avec l'approche par compétences? Est-ce que c'est adapté? Comment aussi on obtient les concours pour aller dans ces différentes écoles de formation? Avec quel niveau? Oui, donc tout cela aujourd'hui constitue déjà ce qu'on en dit
ce mal qui ronge l'éducation, la formation des enseignants eux-mêmes. Nous avons pu faire le tour un peu de quelques districts dans ce pays. Nous avons vu dans une localité, dans un district, je publierai cette enquête-là, dans ce district-là, dans l'une des petites localités, un monsieur qui paraît être le plus intelligent de tout le village, parce qu'à l'époque, la formation était mieux qu'aujourd'hui, le monsieur a le CEP d'hier. Donc des années, il faut voir 75 par là et tout, et 60, 75 par là, je pense. Et donc c'est lui le plus intelligent du village et c'est lui qui encadre les élèves du primaire, donc du cycle primaire. C'est ce monsieur. Mais quand vous discutez avec lui, vous comprenez que il ne s'est pas fait recycler et beaucoup d'informations d'aujourd'hui l'échappent. Vous avez dans les écoles privées, souvent pour faciliter les choses, on recrute des jeunes étudiants qui n'ont pas la formation pédagogique et qui n'ont pas eux-mêmes aussi de niveau. Et souvent vous dites, mais si c'est ce monsieur-là qui encadre mon fils à l'école, j'imagine le résultat. Vous avez aujourd'hui l'absence des manuels dans les écoles. Les enfants ne lisent plus. Vous avez le sureffectif dans les classes. L'enseignant ne peut pas suivre tous les élèves au même moment. Pourquoi? Parce qu'il se retrouve avec 200 élèves dans la salle. 100, c'est déjà beaucoup. Il ne les connaît pas tous nommément. Or, un enseignant doit avoir un nombre, 30 élèves dans la salle. Ça lui permet de suivre chacun. Vous avez également les parents pauvres et qui ne peuvent pas aujourd'hui mieux suivre leurs enfants. Et donc, tous ces problèmes-là, s'ils ne sont pas aujourd'hui, je parle donc de la revalorisation de l'enseignant, il faut le mettre au cœur des préoccupations, il faut revoir la formation des enseignants, il faut revoir le niveau des élèves. Vous savez, au Sénégal, il y a ce qu'ils appellent, le CNRS. C'est à peu près un système qui a été mis en place pour évaluer le niveau des élèves, leur rentabilité, leur rentabilité, je pense, scolaire par année. Ils sont à la 9e édition aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les élèves de CPE, de CE2 et de la 6e. Donc le début donc, du cycle primaire, ils prennent le milieu donc, du cycle primaire et la fin, donc ceux qui partent déjà au secondaire. Alors, ils ont cette année, je crois, rassemblé 180 écoles. Il y a 2018 élèves qui prennent part à cette évaluation, repartis dans 540 classes à peu près. Et donc, chaque année, ils le font pour évaluer le niveau parce qu'ils veulent que ceux qui quittent le primaire pour aller au secondaire et demain à l'université soient capables, soient à un niveau. Et donc, il y a un système qui est mis en place. Et je pense que chez nous, il faut qu'on évite de faire du diplôme quelque chose j'ai envie de dire, il faut qu'on arrive à arrêter avec cette culture de la diplômité. Où finalement, on court après le diplôme que pour le diplôme sans avoir les compétences. Vous constaterez que dans notre pays, tout le monde veut être diplômé mais sans avoir des compétences. Parce que ça devient un luxe. Or, on devrait se focaliser sur les compétences. Aujourd'hui, il faut peut-être voir rapidement comment on fait pour que ceux qui arrivent à l'université Marien Ngouabi soient réellement recrutés. Est-ce qu'en dehors du bac, il ne peut pas avoir une sorte d'évaluation? Parce que si on n'est pas obligé d'envoyer tout le monde à l'université. On n'est pas obligé d'envoyer tout le monde à l'ENAM, par exemple. Il y a plusieurs branches aujourd'hui. Il faut valoriser l'enseignement professionnel, technique et professionnel, pour voir peut-être tel ou tel étudiant élève qui vient d'obtenir son bac a peut-être les aptitudes d'être beaucoup plus un grand informaticien demain, qui peut être, j'ai envie de dire, un maçon, peut être un bon menuisier, un bon électricien, voilà, un bon cuisinier. On peut regarder tout ça là, l'orientation scolaire, pour permettre, après cette évaluation, de savoir la crème qui va aller à l'université. On n'est pas obligé d'avoir 3000 étudiants et se retrouver parfois avec 2000 et quelques qui n'ont pas de niveau. Et quand ils voyagent, ils vont à l'extérieur, on remet tout en cause parce que ceux-là n'ont même pas de niveau de répondre aux exigences académiques là où ils vont. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut repenser les choses. Il faut commencer par dépoussiérer les rapports des états généraux. Il faut commencer à mettre en place des mécanismes pour, je disais tout à l'heure, pour mettre l'enseignant au cœur des préoccupations. Il faut commencer à mettre un mécanisme en place et pour évaluer les élèves à chaque niveau.
Il faut donc qu'il y ait aujourd'hui véritable rapport. On peut remettre ce circuit entre l'école et la famille pour que l'on soit capable de suivre ce qui se passe à l'école, donc par la famille, et que l'école soit capable de voir comment l'enfant évolue dans la famille. Et cela permettra en fait de savoir comment, dès le bas âge, comment orienter les enfants. Mais si on ne le fait pas, et si on continue de voir le diplôme comme un luxe, je dois sortir avec tel master, j'ai ceci en tel domaine, quand on vous met devant l'épreuve, vous n'êtes pas capable. Je vous parlais tout à l'heure des jeunes qui sont à l'ENAM, mais je vous dis, écoute, qu'est-ce qui est mieux quand on a un diplôme dont on ne peut pas défendre? Qu'est-ce qui est mieux en ce moment? Parlons à présent du social des Congolais. Entre les chiffres macroéconomiques des experts de Washington et le prix du sac de foufou à Brazzaville, le fossé se creuse. Le Congo est-il condamné à cette marche sur un tapis roulant où l'on s'agite sans avancer? Vous savez, c'est une nouvelle en réalité qui est une bonne nouvelle certainement pour le gouvernement. Parce que le FMI, comme nous le savons, est comme un agent marketeur qui, j'ai envie de dire, qui soigne votre image à l'international, qui soigne votre image au niveau des bailleurs et qui garantit aussi, voilà, votre crédibilité. Et je pense que pour le gouvernement, puisqu'ils l'ont annoncé, c'est une bonne nouvelle, mais socialement parlant, parce que je regarde l'angle social, l'impact social de cette question. Je pense que la nouvelle n'est pas bonne qu'on amorce ce quinquennat en se remettant sous les fourches codines du FMI. Vous savez, nous sommes arrivés jusqu'à la 6e revue, le premier programme qui a abouti dans ce pays. L'objectif, c'était obtenir donc l'appui du FMI pour financer les réformes, parce que les réformes en soi coûtent très cher. Voilà. Si vous voulez aujourd'hui simplifier, j'ai envie, l'administration, ça va vous coûter cher. Et si vous voulez aujourd'hui digitaliser tous les circuits financiers de ce pays, ça va vous coûter cher. Si vous voulez aujourd'hui apporter des réformes dans différents domaines, il faut des moyens. Mais malheureusement, on constate que les 6e revues n'ont pas réellement permis d'aboutir, de réellement réformer, j'ai envie de dire, tous les secteurs, mais aussi n'a pas vraiment permis d'injecter cet argent que nous avons obtenu dans ces réformes, mais on a plutôt utilisé l'argent à financer le fonctionnement de l'État. On prend les prêts, on paye, on s'endette pour payer les dettes, on s'endette pour nourrir le fonctionnement du gouvernement, on s'endette finalement pour nourrir les missions des membres du gouvernement, on s'endette et que pour faire fonctionner le système. Et donc, les réformes qui devaient être amorcées s'achèvent, s'arrêtent quelque part. Et l'impact sur le social n'y est pas. Pourquoi? Parce que les autres, quand vous regardez ailleurs, aujourd'hui, le Sénégal est beaucoup plus endetté que le Congo. Mais quand vous regardez comment les choses se font au niveau du Sénégal, ils s'endettent pour injecter dans l'économie, le circuit économique. Ils s'endettent pour injecter l'argent dans le développement du pays. Ils construisent les routes, ils développent le réseau électrique, ils développent le réseau hydraulique, ils développent. Mais chez nous, l'impact social n'est pas ressenti jusqu'à aujourd'hui. C'est pour cela que on a l'impression qu'on est parti sur une culture, sinon dans un système qui nous maintiendra pendant longtemps sous le poids de la dette. Mais que la dette pour la dette, mais sans réellement développer le pays. Parce qu'aujourd'hui, la question que peut se poser un citoyen, qui peut paraître banale aux yeux des dirigeants du gouvernement, c'est que, mais on s'endette pourquoi? Si notre quotidien ne change pas. On s'endette pourquoi? Si l'inflation, vous avez couvert l'activité du ministre de l'Agriculture, le fameux colloque sur l'inflation, mais les chiffres ont été donnés. L'inflation reste aujourd'hui préoccupante. Mais si on n'a pas pu, avec tout ce qu'on a pu avoir par les dettes, réduire l'inflation ou réellement ramener l'achat, le pouvoir d'achat à un certain niveau, pourquoi continuer à s'endetter? Donc, on reste comme un pays, je n'ai pas envie de prononcer ce mot, comme un pays qui finalement a décidé
de fonctionner qu'avec les dettes, mais sans réellement développer son économie. On peut parler de pays, de PIB qui monte, on peut parler de la croissance qui est reluisante, mais si dans l'assiette du Congolais, si le Congolais ne peut pas s'offrir le poulet de chair qui est développé sur place aujourd'hui, si le Congolais ne peut pas tous les jours s'offrir les fruits, puisqu'on nous recommande d'en manger à peu près 5 par jour, 5 fruits, voilà, et différents par jour, et si le Congolais ne peut pas aujourd'hui avoir de l'eau, avoir de l'électricité, si le Congolais ne peut pas se déplacer comme il faut, dites-moi, à un moment donné, la question qu'on se pose, est-ce que les dettes-là ne deviennent pas une malédiction pour le pays? Et donc, amorcer le quinquennat avec le FMI, quand on sait que le FMI vous soumet sur un modèle très drastique, et finalement, la crainte des populations peut s'expliquer. Mais ce qu'on peut demander, c'est que si réellement le FMI rouvre les portes aujourd'hui, il faut quand même être courageux de prendre cet argent et de l'injecter dans le circuit économique du pays. Pourquoi la lutte contre le vol et la transformation de la rente pétrolière en bien-être social reste-t-elle quinquennat après quinquennat des promesses sans lendemain? Vous savez, tout le problème aujourd'hui, c'est que si nous continuons, nous, être un pays paresseux et qui continue à tendre la main au FMI, c'est parce que nous n'avons pas, comme je le disais tout à l'heure, réellement apporté des réformes qu'il faut. Nous n'avons pas, en réalité, mis en pratique la politique de la diversification de l'économie. Vous savez, le Congo n'est pas un pays pauvre, mais c'est un pays appauvri. Parce que un pays pauvre l'est naturellement et va éternellement être dépendant. Mais un pays appauvri, ça veut dire qu'il y a un système, il y a un groupe des hommes, il y a un clan qui réussit, comme vous l'avez dit, qui a mis en place un système d'appauvrissement du pays. Et ça peut se rattraper. Parce que le pays n'est pas pauvre, le pays est appauvri. Et donc, si le pays est appauvri par les hommes, on peut donc arrêter cela. Aujourd'hui, vous parlez du pétrole, de la manne pétrolière. Quel en est aujourd'hui le niveau de redistribution de cette richesse au niveau du pays? C'est la question qu'il faut se poser. Quel est aujourd'hui le niveau de la diversification de l'économie? Je discutais avec une jeune dame politique, elle est dans l'agro-pastoral, elle me disait, écoute, moi, j'ai envie de lancer l'élevage des poulets de chair et même les vendre sur place, mais il faut donc mettre en place un circuit où donc ça part de la ferme jusqu'à l'assiette du Congolais. Mais il faut une entreprise, il faut des financements. Mais tous ces jeunes qui se distinguent dans ce secteur ne reçoivent pas les financements. Le FIGA, vous savez, aujourd'hui, on peut vous dire que c'est une sorte de monstre à plusieurs têtes qui n'a pas jusqu'ici réussi sa mission. Allez demander, depuis que le FIGA est mis en place, quel est le jeune Congolais qui a réellement reçu les fonds du FIGA et qui s'est développé. J'ai mené les enquêtes un peu partout où je suis passé, j'ai reçu les appels, je suis allé sur le terrain. Ça reste encore, mais très faible, sinon une sorte d'arnaque jusqu'à aujourd'hui. Il faut donc revoir tout ce système financier d'entrepreneuriat au Congo. Il faut développer l'agriculture, mais pas que ce que nous sommes en train de voir qui est un bon début, les apps, mais il faut vraiment mettre les industries en place. Je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, dans un pays qui n'a pas de moyens, pourquoi on doit courir au même moment à ouvrir un peu partout au même moment les zones économiques spéciales. Les autres expérimentent d'abord. Si les résultats sont probants, on le développe ailleurs. On aurait pu consacrer tous les moyens que nous avons dans ce pays, par exemple, aux zones économiques spéciales de Pointe-Noire. Ou, par exemple, les zones économiques de Maluku. Et quand cela a produit des fruits attendus, on peut donc se permettre d'aller la réaliser ailleurs. Malheureusement, le gouvernement est éparpillé, on ne connaît pas réellement les vraies priorités du gouvernement, et jusqu'à aujourd'hui, tant que la politique de la diversification, tant prônée par le gouvernement, n'est pas mise en place,
Tant que la richesse n'est pas redistribuée équitablement, il sera difficile que le pays sorte de l'ornière, comme de ce marasme économique comme nous le vivons aujourd'hui. Il faut savoir que en août 1965, donc 5 ans après l'indépendance du Congo, le Singapour était un non-État, était une sorte de bidonville. Un pays totalement pauvre. Donc, en 1965, le Congo, avec ses matières premières, était beaucoup plus riche que Singapour. En août 1965. Regardez le Singapour aujourd'hui, regardez l'état du Congo. Vous vous souvenez que le président de la République, lors de sa mission à Singapour, donc de son retour de Singapour, il avait lancé une sorte de coup de gueule. Il dit il était à Singapour, n'a même pas vu un mégot de cigarette sur le sol. Vous voyez, c'est pour dire qu'avec la volonté politique, si on décide de mettre fin à la corruption, si on décide de réduire le train de vie de l'État, si on décide de ne pas grossir les hommes politiques qui arrivent au gouvernement dans différents postes de responsabilité, qui s'enrichissent, si la justice n'arrête pas, si on ne peut pas avoir 10 DG, 3, 4 ministres, même anciens ministres en prison, si on ne peut pas vivre ça dans ce pays, il ne faut pas s'attendre à un développement. Au Bénin, vous allez aller vérifier, il y a une prison que pour les chefs. Il y a un DG, beaucoup de DG en prison. On arrête les gens là-bas parce que si toi tu voles, on t'arrête. Mais chez nous, finalement, on ne comprend pas comment on peut parfois entendre aujourd'hui, voire même toucher du doigt, les détournements, on laisse les gens continuer à fonctionner. Mais le président avait dit honte aux voleurs, honte aux corrupteurs, il avait dit. Écoutez, la honte, on peut avoir honte, mais quand on est découvert, non? Si la justice ne vous expose pas, si on ne vous juge pas, à quel moment vous aurez honte? Si vous volez dans votre bureau que personne ne le sait, vous aurez honte comment? Ça, il nous appelle à une sorte de morale qu'il faut mettre en place, la moralité de chaque Congolais, mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Moi, on parlait tout à l'heure du ministre Jean-Marc Tchekaya. Vous vous souvenez, entre 2015 et 2018, il y a un rapport de l'État, pas un rapport de la société civile, de la Commission nationale de lutte contre la corruption. À l'époque, c'est Lamine Nguele qui en est le président. C'est cette commission, je vous parle, c'est la commission de l'État qui a mis en public un rapport acculant le ministre actuel du foncier d'avoir détourné 1 milliard et quelques destiné à la construction du siège de l'OPEP, je pense. Vous savez ce qui s'était passé? Le PCT s'est ligué, la majorité présidentielle liguée contre Lamine Nguele. On est arrivé à le déguerpir, à tuer donc cette institution pour la transformer aujourd'hui à la HALC, qui est dormant d'ailleurs. La HALC qui ne travaille pas jusqu'ici. Depuis que vous êtes là, vous avez entendu la HALC traduire en justice tout ce qu'on entend dans ce pays. Est-ce que vous avez déjà entendu le rapport, je vous parlais tout à l'heure, sur les différents détournements, traîne dans les tiroirs jusqu'à aujourd'hui. Mais si on ne peut pas réussir ça, n'attendez pas que finalement, quel que soit tout ce qu'on peut engranger, que l'État se développe. Brony, vous décrivez un système qui absorbe les réformateurs par le chantage budgétaire et l'otage familial. Est-il encore possible d'être un ministre intègre sans finir par devenir un chef décor du système? Regardez. Déjà, pour être un homme intègre, je vous parlais tout à l'heure de l'éducation, tout commence d'abord par l'éducation. Et après, vous avez la justice qui doit pleinement jouer son rôle. Si chacun de nous aujourd'hui constate que pour avoir fait telle chose et avoir été traduit devant la justice, je crois que cela va commencer à éduquer ceux qui viennent après. Vous savez, quand on est nommé ministre au Congo, les gens festoient, on célèbre pas la promotion comme telle, on célèbre pas la compétence, mais on célèbre d'avoir aujourd'hui, pu avoir dans la famille quelqu'un qui deviendra riche et qui va certainement soutenir la famille. Et le monsieur lui-même qui prend du champagne et qui danse chaque nuit, et lui il se dit finalement j'ai trouvé une opportunité. La première préoccupation pour la plupart des gens qui arrivent là, vous allez vous rendre compte qu'on est un clin d'œil.
Ils vont commencer à bâtir les maisons de gauche à droite. Ils vont commencer à investir dans le mobilier. Ils vont commencer à investir dans le transport. Ils vont commencer à investir partout. Mais avec quel argent? Puisque quand on regarde le salaire d'un ministre, on ne peut pas s'offrir autant de logements, autant de véhicules, rien du tout. Donc, on n'y va pas pour servir, puisque c'est un sacerdoce, mais on ne le prend pas comme un sacerdoce, parce que dans les conditions dans lesquelles se trouve le Congo, je ne vois pas un ministre qui peut être heureux quand on sait que rien ne marche dans ce pays. Ça veut dire que quand on vous nomme ministre aujourd'hui, vous ne pouvez pas dormir. Parce que la situation est tellement grave que c'est un service difficile. Ça peut pas. Si on chante, si on célèbre, si on a même peur de quitter le gouvernement, c'est parce qu'on se dit c'est la manne, c'est ici qu'il faut donc s'enrichir. Et tant qu'on ne mettra pas en place, on ne rendra pas la justice libre, qu'on ne mettra pas en place les filtres, on ne mettra pas en place chaque ministre sous les loupes, où tout est suivi de près. Si on n'applique pas la budgétisation par objectif, c'est-à-dire qu'on met en place tout un système où un franc ne peut pas être dépensé sans savoir pourquoi il doit être dépensé. Si on ne met pas en place une sorte d'institution qui doit, à la place du gouvernement, ce que moi j'appelle la centrale d'achat, où cette institution s'occupe de tout faire au nom des ministres, acheter les véhicules de service, acheter les papiers, acheter les machines et tout ce qu'il faut au nom des ministres. Si on n'a pas ce mécanisme-là en place, il sera très difficile que finalement on réussisse à développer ce pays. Nous arrivons presque à la fin de notre chronique de ce jour, Brony. Au regard des missions de décentralisation et de sécurité, la délivrance des passeports doit-elle être l'une des priorités vitales du ministère de l'Intérieur? Est-ce que le ministre qui vient d'intégrer ce portefeuille mettra-t-il fin à des défaillances administratives? Oui, la question nous ramène à vous rappeler ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous savez, déjà en termes de priorité, il a dit lui-même que le passeport ne devrait pas être un luxe. En réalité, le passeport n'est pas un luxe. Le passeport n'est pas un luxe. Donc, ça ne peut pas être une priorité en réalité. Aujourd'hui, ce ministère a des missions, mais beaucoup plus importantes que la question des passeports. Vous savez, si vous ne sortez pas du pays, à quoi vous servira un passeport? Mais c'est une pièce comme toute autre. Il y a la pièce d'identité qui est une pièce principale. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont morts parce qu'il manquait juste ce passeport. Mais parce qu'on parle là de l'évacuation. Je vous dis que si vous n'avez pas un projet de voyage... D'où son importance, Brony. Vous savez pourquoi c'est un problème aujourd'hui? Pourquoi ça complique aujourd'hui? Parce que nous ne pouvons pas obtenir le passeport en une seule journée comme nous le constatons ailleurs. Nous ne pouvons pas obtenir le passeport en 24 heures ou en 48 heures. C'est ça le problème. Parce que si moi je n'ai pas un projet de voyage, pourquoi est-ce que moi je me bousculerais à aller chercher un passeport? Mais tout le monde aujourd'hui est sous une sorte de psychose, de peur. Il faut avoir le passeport sur soi parce qu'on ne sait pas à quel moment on le délivre ou à quel moment tu peux voyager. Mais si chaque matin, tu sais que moi j'ai un voyage dans une semaine et que vous allez à la préfecture, vous obtenez votre passeport en 24 heures, vous constaterez que les gens ne se bousculeront plus pour les passeports et les gens ne vont plus courir derrière les passeports puisque c'est pas un luxe. C'est un document de voyage. Si vous ne voyagez pas, vous n'avez pas besoin d'un passeport. C'est ça le problème. Au sein du Congo, on ne nous oblige pas à un passeport pour aller d'une ville à une autre. On ne nous oblige pas à un passeport pour aller percevoir son salaire. On ne nous oblige pas à un passeport, par exemple. Déjà, entre les deux Congos, on peut se déplacer on peut voyager avec sa pièce de la carte d'identité. Donc, à un moment donné, ces questions-là posent problème parce que le système de délivrance de passeports est aujourd'hui rouillé par la corruption. Si le système, ça veut dire que pour même arrêter le problème de passeport, c'est tout le circuit de la corruption qu'il faut combattre. C'est tous ces circuits qu'il faut combattre. Je disais tout à l'heure, les vraies préoccupations, à mon avis, ce ministère a des grands défis. Lesquels? Vous savez, le premier défi, c'est le défi de la sécurisation.
les forces de l'ordre ont réussi jusqu'ici à plus ou moins juguler les questions de bébés noirs qui commençaient à prendre de l'ampleur. Mais les problèmes de la sécurité restent toujours une préoccupation aujourd'hui de chaque citoyen. Hier encore, les gens pouvaient se balader comme ils voudraient. Mais quand il est 22 heures, jusqu'ici à Brazzaville, les gens ne sont pas sûrs d'être vraiment protégés. Il faut qu'on arrive à améliorer ce secteur-là. Je vous parlais il y a quelques mois ici sur ce plateau qu'il y a un problème à la fois d'effectifs, il y a un problème aussi du matériel au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie. Il faut fortement équiper ces hommes, il faut les former aujourd'hui à ce qui est adapté dans le domaine de la nouvelle technologie, dans le domaine de la cybercriminalité. Il faut que ces hommes et ces femmes soient dotés de ce matériel beaucoup plus pointu aujourd'hui pour permettre, même depuis leur commissariat, leur brigade, qu'ils soient capables, peut-être avec des drones, avec des caméras éparpillées dans la ville, qu'ils soient capables de surveiller tout ce qui se fait. Vous avez, je vous parlais tout à l'heure, je parle aussi des sapeurs-pompiers, des soldats de feu, qui ne sont pas là que pour aller éteindre le feu, mais aussi pour sauver des vies. Mais il faut qu'ils soient équipés aujourd'hui. Vous avez le problème de la décentralisation. Imaginez que si dans chaque sous-préfecture ou dans chaque préfecture, l'on pouvait avoir le passeport, vous constaterez que finalement, ou dans chaque collectivité locale, finalement, on délocalise les choses. Vous allez donc dans votre département, on peut vous établir le passeport sur place. On n'est pas obligé de quitter un coin du Congo pour arriver à Brazzaville. On n'est pas obligé de quitter Pointe-Noire pour arriver à Brazzaville. On n'est pas obligé de quitter, par exemple, un autre État quand on est à l'étranger pour revenir au pays à avoir son passeport. Donc, il faut commencer à décentraliser. Voilà un peu la politique là. C'est l'une des préoccupations de ce ministère. Parce que si on réussit à décentraliser, si on réussit à lutter contre la corruption, si on réussit à mieux former les hommes en uniforme, et si on réussit à sécuriser nos frontières, parce que un autre élément encore important, c'est l'immigration. Nous avons tendance peut-être à reléguer ça au second plan, mais l'immigration, de part et d'autre, peut nous apporter beaucoup d'argent, et comme aussi peut affaiblir la sécurité de l'État, et même notre économie. Vous entendez les débats en France sur l'immigration, les chiffres sont affichés, combien la France gagne par l'immigration. Nous avons dans ce pays des étrangers loin d'être xénophobes. J'ai d'ailleurs plusieurs amis étrangers ici. Nous avons beaucoup d'étrangers au Congo qui ne sont pas contrôlés, qui ne sont pas régulés dans ce pays. Je ne dis pas qu'il faut les chasser du pays, il faut qu'ils se régularisent. Vous avez certains parmi eux qui en réalité ont le droit de sol, mais qui n'ont pas de documents. Vous avez parmi eux ceux qui ont même des nationalités, mais sans qu'on le sache pourquoi. Vous avez aussi, aujourd'hui, des gens qui viennent de partout, mais qui entrent au Congo par les voies frauduleuses, mais qui s'installent au Congo dans l'impunité totale. Bon, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'ils font, dans nos quartiers ils sont présents, dans nos villes, dans nos localités, ils sont partout, mais personne ne les contrôle. Donc, il faut commencer à regarder aujourd'hui qui entre au Congo et qu'est-ce qu'il fait. Vous avez des étrangers qui sont devenus même beaucoup plus puissants que les locaux, alors que la loi, la Constitution nous met au même niveau. C'est-à-dire que les étrangers, quand ils arrivent au Congo, quand ils sont réguliers, ont les mêmes droits que nous. Alors, malheureusement, il y a certains qui ont des grandes entreprises dans ce pays, continuent, eux, à manipuler, à maltraiter des Congolais chez eux. Mais sous le regard impuissant des dirigeants. Donc, vous avez ce problème de l'immigration.
dans un monde où le terrorisme se développe, dans un monde où finalement il n'y a pas que les terroristes, il y a aussi des terroristes économiques. Combien de fois on a volé l'argent ici dans ce pays, dans une banque, on a détourné l'argent ici. Quand on met des enquêtes, on dit c'est un groupe des étrangers. Comment sont-ils arrivés dans ce pays? Vous avez des étrangers qui ont aujourd'hui des commerces partout dans toute la ville. Mais quand vous vérifiez, ils ne sont pas réguliers. Vous avez des étrangers, à Pointe-Noire par exemple, on a tué une Congolaise par son mari étranger qui, à un moment donné, avait pris la fuite. Donc, si on ne contrôle pas tout ça, là, donc l'immigration, la décentralisation, la lutte contre la corruption, et on peut tenir des discours, ce serait difficile de réussir. Merci Brony d'être passé sur ce plateau des chroniques des BFM. Merci à vous chers internautes de Tcheleka Média de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt pour un autre numéro.